Bon mercredi matin à tous. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Je vous salue. On va passer les 2 prochaines heures ensemble. On va parler d'intimidation ce matin. Pourquoi le message ne passe pas? C'est la question qu'on va poser, entre autres, à Jasmin Roy. Il y a un film qui va être diffusé bientôt sur TV5, une fiction, mais c'est presque un documentaire qui revient sur une histoire d'une jeune fille, une ado de 13 ans qui s'est enlevée la vie. Vous avez vu chez nous aussi, on a cette jeune Océane Lavoie, 14 ans, qui a publié une vidéo qui dénonçait la cyber-intimidation. Il y avait une espèce de troll sur les réseaux sociaux qui lui avait conseillé « Hey, la grosse va te suicider ». Vous savez, ce genre de paroles. Mon collègue Paul Arcand vient de parler justement de l'impact des réseaux sociaux sur certains dossiers, qu'on parle de certaines communautés culturelles, qu'on parle d'adolescents qui s'envoient des vacheries. Il y a vraiment des grandes prises de conscience à faire au Québec, je pense, sur la façon dont on s'adresse à l'autre. On va parler justement de langue aussi en première heure. C'est peut-être un test, notre prochaine discussion. J'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression que ça va être un test sur l'art de parler ensemble. On n'arrête pas là depuis 24 heures de dire peut-on s'aimer? On peut-tu se démontrer de l'amour? Est-ce qu'on peut avoir les bons mots, pas se garrocher des insultes et parler de l'autre pour vraiment mettre en application le fameux vivre ensemble? Je le mets en guillemets. Vous les voyez pas, mais je l'ai mis, le fameux guillemets. Mes invités, nous, on les voit. Vous les voyez, les guillemets. Ouais, moi, ça va. Alors, je vous les présente tout de suite, mes invités. Frédéric Bédard est co-directeur de l'Observatoire. Pardon, Bérard. Bouchard, Bédard. Alors, c'est Frédéric Bérard, co-directeur de l'Observatoire national en matière des droits linguistiques, docteur en droit, chroniqueur au journal Métro. Merci d'être là, Frédéric. Merci. Éric Bouchard est directeur général et porte-parole du mouvement Québec français. Merci, Éric, d'être là. Merci. Oui, je disais que ça allait être sportif, peut-être, parce que je vous connais tous les deux. On va parler de langue française. Je voulais qu'on en parle. On l'avait prévu avant l'attentat de Québec et c'est sûr que c'est un sujet qui fait toujours beaucoup réagir nos auditeurs. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est une semaine après des chiffres de Statistique Canada qui nous montraient que si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, d'ici 2036, de mémoire, on devrait avoir perdu 10% au Québec dans le nombre de personnes qui parlent français par rapport à aujourd'hui. Quand on regarde ça, on se dit, bon, c'est 79% en 2011 et en 2036, 25 ans plus tard, ça serait 69%. Donc là, yes, même les gens de Stat Canada disent, il y a quelque chose qui se passe, il y a une mouvance vers le bas, le français se meurt au Québec, les signes sont là. Je voulais avoir votre opinion d'abord. Bon, Éric Bouchard, j'ai une petite idée. Je vais commencer par Frédéric Bérard. Ça va très bien. Ça va très, très bien. Et on s'aime, et tous en français, c'est ça, Éric? Oui, exactement. Frédéric Bédard, votre opinion là-dessus. Vous dites quoi par rapport à cette question qu'on va poser aux auditeurs? D'ailleurs, est-ce que le français se meurt au Québec à la vue de ces données-là? Ouais. Ce sont les projections, là. Ouais. Mais en fait, moi, je suis pas un catastrophiste. Je suis pas un jovialiste non plus. Je pense qu'il faut faire attention avec la méthodologie employée. Il faut remettre les choses en perspective. Faut pas trop tomber dans l'instrumentalisation politique de ces questions-là qui sont ultra sensibles et combien vitales pour la société québécoise. De ça, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin à personne. Quand je parle de méthodologie, c'est que c'est certain que si on dit le français est en recul ou sera encore davantage en recul en 2036, pourquoi? Parce que la langue parlée à la maison va être de moins en moins le français. Ben, évidemment qu'on a un problème méthodologique fort. Pourquoi? Parce que c'est certain qu'avec 40 000, 50 000 immigrants par année, dont une portion appréciable ne parle pas le français, c'est certain que la langue parlée à la maison va être de moins en moins le français. Ça, je comprends ça. Maintenant, à titre personnel, puis là, j'imagine que plusieurs seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas cette donnée-là, moi, qui m'intéresse particulièrement. La donnée qui m'intéresse, c'est est-ce que la langue de travail va demeurer le français. Fait que vous dites on est de mauvaise foi, puis on prend la mauvaise donnée? Non, j'accuse pas personne parce que, je veux dire, Statistique Canada, on peut pas les accuser quand même d'être partisans. S'il y a quelque chose de neutre et objectif et plate, c'est Statistique Canada. Mais mon point, c'est ne tirons pas de conclusions trop catastrophistes dans le sens où si ces gens-là, et on a une loi 101 aujourd'hui, je pense que c'est un socle de la société québécoise, la loi 101, qui fait en sorte que tous les immigrants, les allophones doivent envoyer, sauf très, très, très rare exception, c'est-à-dire 55 l'année passée, doivent envoyer leurs enfants à l'école en français. Une fois qu'on a dit ça, ces enfants-là vivent en français, travaillent en français, et si tel est encore le cas en 2036, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème, et probablement que ce le sera parce que tout ce que nous dit l'étude, c'est que c'est la langue à la maison. Moi, je m'en fiche un peu là, que les gens continuent de parler le perse ou l'arabe dans leur domicile, en autant qu'ils soient capables de me servir en français quand je vais à telle ou telle place. Éric Bouchard, votre opinion là-dessus, est-ce que d'après vous, on s'en va vers un français de moins en moins parlé au Québec?
Chose certaine, moi, les résultats qu'on a eus là me surprennent pas du tout parce que nous, ça fait 8 ans qu'on regarde les prévisions puis les projections démographiques. Donc, aujourd'hui, moi, en fait, je suis content. On est rendu plus les seuls à dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien. C'est sûr que la proportion de gens de langue maternelle, de langue française, va baisser parce qu'il y a plus d'immigration de gens qui ont une autre langue maternelle que le français ou l'anglais. Même chose pour la langue d'usage à la maison. Il est normal parce qu'il y a une proportion plus grande. La langue de travail, je suis super d'accord. La chose qu'on sait quand on regarde les études des démographes, puis je parle du démographe Patrick Sabourin, puis Alain Bélanger de l'INRS, mais on voit qu'au Canada anglais, un immigrant va avoir tendance à beaucoup plus utiliser l'anglais au travail que la proportion de gens de langue autre que le français et l'anglais qui parlent à la maison. Donc, il y a comme le monde travaille plus dans une autre langue que leur langue à la maison au Canada anglais. Alors qu'au Québec, la proportion est beaucoup moindre. S'il y a X montant de personnes qui sont de langue d'usage autre que le français ou l'anglais à la maison, ben ils ont tendance à moins utiliser le français au travail. Donc, c'est comme mettre de l'argent en banque. Au Canada anglais, les gens vont travailler en anglais, puis c'est comme mettre de l'argent en banque, puis à un moment donné, ça va fructifier, ça va donner des gens qui vont être de langue maternelle et de langue d'usage anglaise au bout de 10, 15, 20 ans, au bout de plusieurs générations. Alors qu'au Québec, c'est pas ça qui se passe. Et c'est là... Au Québec, les immigrants, par exemple, qui parlent pas, qui sont allophones, vont avoir tendance à garder leur propre langue, c'est ça que vous dites? Ce que je dis, c'est qu'au travail, mettons un chiffre là, pour que ça... S'il y a 10 personnes qui ne sont pas de langue maternelle, ni anglaise, ni française, qui travaillent, ben il va y en avoir, disons, 7 qui vont seulement user du français au travail. Alors que Canada anglais, les 10 personnes qui ne sont pas de langue maternelle anglaise ou française, au travail, ils vont... C'est facile de s'assimiler à l'anglais, en plus. Mais donc, c'est ça. C'est là le... Donc, c'est pour ça que alors, votre question, est-ce que c'est pourquoi on n'est pas capable d'assimiler les gens au français? C'est ça que vous voulez dire? Ben, c'est ça. Donc, le pouvoir d'attraction de l'anglais est beaucoup plus fort au Canada anglais. Et donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'anglais au Canada. Et c'est pour ça qu'au Québec, il y a lieu de s'inquiéter. C'est pour ça qu'il y a lieu de s'inquiéter au Québec. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui optent pour le français comme langue d'usage à la maison chez ceux qui arrivent d'ailleurs. Et donc là, l'important, c'est de dire, si on est d'accord sur la langue de travail, si on est d'accord sur ce que c'est, en fait, c'est de l'argent qu'on place en banque, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens-là usent du français au travail et que par la suite, ces gens-là, ça devienne, par la force des choses, la langue d'usage à la maison? Mm-hmm. Frédéric? En fait, ce qui est intéressant dans cette étude-là, ça m'a moi-même surpris, c'est quand on parle de la langue parlée à la maison, on dit que l'anglais va régresser, même ailleurs au Canada. Pourquoi? Ben, par définition, encore une fois, les gens parleront la langue qu'ils souhaiteront à la maison, puis on va quand même pas envoyer la police de la langue, là, surveiller ce qui se dit dans les salons ou dans les cuisines. En tout cas, du moins, j'espère. Une fois qu'on a dit ça, là, ce que dit Eric est intéressant. Est-ce qu'il y a une force d'attraction vers l'anglais? Ça me semble assez évident que c'est beaucoup plus facile. Ouais. L'anglais est probablement, en tout cas, clairement une langue très, très, très prisée à l'international. La langue des affaires, la langue souvent du divertissement. Même les Québécois. Ben, tout à fait. On est tout juste à côté des États-Unis, notamment. Donc, il y a toujours cette vigilance-là qui sera nécessaire en tout temps. Ça me semble assez clair. Cela dit, où j'ai peut-être un doute sur ce qu'Éric a soulevé, et sans pouvoir être capable de le prouver scientifiquement, de ce que j'ai compris de ce que tu disais, c'est que s'il y a, je sais pas moi, disons des Italiens, par exemple, il y en a 3, ben, ils vont être tentés de parler leur propre langue au travail. Moi, non, c'est pas ça, non? Ce que je dis, c'est que quand ils utilisent pas leur langue maternelle ou leur langue d'usage à la maison, ils vont être beaucoup plus tentés proportionnellement à parler anglais. Oui, sauf que ça va, mais on a des lois très fortes au Québec qui, évidemment, c'est toujours très délicat en matière linguistique. Moi, je vais vous dire ce que je remarque, là. Oui. Puis c'est pas une étude scientifique de Statistique Canada. Je remarque une anglicisation généralisée. Et incluant, puis je veux pas mettre le blâme que sur les immigrants qui arrivent, qui sont allophones, qui ont de la difficulté, tout le monde va vous le dire, à apprendre cette langue-là qui est difficile, qui est le français, qui souvent dans les milieux de travail, surtout dans les PPME, les petites, moyennes entreprises, vont se faire dire, ben regarde, speak English parce que j'ai plus une job pour toi si tu parles anglais que si tu parles français. J'en connais des immigrants qui se sont fait offrir du travail en anglais alors qu'en français, ils auraient attendu encore, là. Donc, il y a ça. Et il y a tous ces Québécois de langue originale française, francophone, là, qui vont dire, ben là, aujourd'hui, avec la mondialisation, on n'a plus le choix de parler anglais, qui envoient leurs enfants à l'école en anglais. Je veux dire, puis j'en suis là aussi. Je me posais beaucoup de questions par rapport à notre débat de ce matin parce que je me disais,
où est-ce qu'on se positionne, là? C'est pas évident, là. Tu sais, en même temps, tu veux, et alors, est-ce que le fait de dire, moi, je suis conscient qu'aujourd'hui, on est obligé un peu, surtout si on vit dans la grande région de Montréal, d'être bilingue. Beaucoup d'auditeurs m'ont déjà dit ça, là. Chaque fois que j'ouvre les lignes là-dessus, les gens vont dire, ouais, mais on n'a plus de choix aujourd'hui. Alors, on fait quoi si, est-ce qu'on devrait se sentir coupable? En même temps, on a quand même, je pense, un nationalisme, un amour naturel pour notre langue qu'on veut préserver. Fait que là, on se situe où? Est-ce qu'on est hypocrite? On est entre deux chaises? On sait pas trop. Comprenez-vous? On se situe où, là? Est-ce qu'on pointe du doigt celui qui arrive puis qui parle pas notre langue? Justement pas. Comment on aborde? Ben voilà, comment on aborde ça, Éric? Donc, si on est d'accord qu'il faut agir. Si on est d'accord qu'il faut agir, là, maintenant, ça va être ça dépend. C'est ça ma question. Donc, ça dépend. Est-tu d'accord qu'il faut agir? Moi, c'est clair. On se dit, c'est ça maintenant. Si c'est ça maintenant, c'est de dire qu'on va laisser la tendance. Si on est d'accord avec les tendances. Est-ce que ça nous dérange? Ah, c'est ça. Ça, moi, c'est sûr et certain que, c'est sûr que oui, ça nous dérange. Toi, ça te dérange, c'est sûr et certain. Il y a des gens que ça dérange pas, mais le jour où il va y avoir une majorité de gens que ça va déranger, les politiciens vont agir. Là, on a les statistiques. On sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, il suffit juste d'avoir des politiciens qui ont le goût d'agir. C'est là qu'on en est rendu. C'est que si la population dit, moi, ça me fait rien. On peut s'angliciser, puis on peut même perdre, dans le fond, cette diversité culturelle-là mondiale, parce que notre langue, la façon dont on la parle, ça fait partie de la diversité culturelle. Moi, je dis, regarde, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si les gens veulent agir, là, il y a d'autres choses à faire. Mais si tu veux l'agir, encore là, regardons les propositions. Moi, là, comme francophone, ouverte sur le monde, consciente qu'aujourd'hui, tu as une bonne partie des affaires qui se font en anglais, là, on parle du travail. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des politiques gouvernementales qui vont me brimer, moi, francophone, qui vont m'encarcaner, me barrer dans un contexte où moi, je vais être obligée juste d'aller au cégep en français, alors que les anglophones peuvent aller en anglais ou en français s'ils le veulent. Ça, va falloir me le rentrer dans la gorge parce que je vais avoir de la misère avec ça. Je peux-tu répondre là-dessus? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, c'est pas la première fois qu'on se parle. Le bilinguisme individuel, là, jusqu'à maintenant, ça va bien. Ça va bien. C'est peut-être là que ça va se terminer. C'est là, on va se crêper le chignon. Le bilinguisme individuel, là, c'est clair qu'on va s'entendre, là, on est tous pour ça, là. Parler 2, 3, 4 langues, là. Je veux dire, moi, je voudrais pas que mon enfant ne puisse pas apprendre puis savoir l'anglais ou une autre langue. Moi-même, j'en parle 4. Donc, tu sais, à un moment donné, là, je peux pas dire, vous autres, vous pouvez pas le faire, puis moi, j'ai acquis certaines choses dans mon bagage. Maintenant, c'est comment, dans notre espace public, là, on va être en mesure d'apprendre une langue, mais que ce soit l'usage de la langue française qui soit la langue d'usage public. Et c'est là qu'on va arriver avec certaines politiques. Mais là, je sens que Frédéric est pointé, donc j'aurais pas le temps de continuer. Non, mais on a le temps, on va jusqu'à moins 5, mais je voulais aussi t'entendre là-dessus avant d'aller à la pause. Il faut faire attention, à mon sens, je vais revenir tout à l'heure sur l'amour et le respect qu'on témoigne à notre propre langue. Ça, je pense que c'est un problème. J'y reviens un peu plus tard. Anecdote pour anecdote, là, parce que c'est toujours ça qui survient quand on parle de langue et ça va. Moi, j'ai travaillé dans un bureau d'avocat ici au centre-ville de Montréal qui s'appelle Stikeman Elliott. Okay? C'est difficilement plus anglophone que ça quand on y pense. Disons qu'à la porte, on dit bonjour, et hi. Voilà. et vous savez quoi? C'est un des plus grands bureaux au Canada en termes de nombre et tout ça. C'est un bureau à l'international et tout. Eh bien, moi qui viens de Mont-Laurier, petite ville où j'étais parfaitement unilingue francophone avec des difficultés en anglais assez importantes, j'ai quand même été embauché là. Et les associés qui étaient par définition mes patrons, juifs, anglophones, à chaque fois qu'il y avait un anglophone qui s'adressait à moi, il s'adressait à moi en français. Cela dit, j'ai dû apprendre l'anglais. Je suis allé à McGill. Pourquoi j'ai dû apprendre l'anglais? C'est pas sorcier. Parce qu'on a une clientèle qui est en partie anglophone. Et je comprends que si je sers un client de New York, il y a des bonnes chances qu'il me demande de travailler en anglais. Ce que je pense être assez normal. Donc, nécessairement, j'ai dû moi-même m'habituer à cette langue-là. Et tout ça pour vous dire quoi? C'est que contrairement aux années 40, 50 et 60 au Québec, où il y avait nécessairement une très forte condescendance des Anglos envers les Franco, on ne la sent plus ici. En tout cas, pour moi, je la sens pas. Ni même au centre-ville de Montréal, dans un endroit qui pourrait être très anglophone. Alors, tout ça pour dire quoi? C'est que peut-être que... Il y en a encore beaucoup, là, c'est peut-être que c'est inévitable de devenir bilingue français-anglais. Chez Stikeman Elliott, notamment, et dans d'autres bureaux du centre-ville, les étudiants de McGill unilingues anglophones ont de la difficulté à se trouver des jobs. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de parler français. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie appréciable de la clientèle qui est francophone. En d'autres termes, oui, on oblige une certaine forme de bilinguisme. On doit vivre avec ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut légiférer là-dessus? Franchement, moi, je pense Dans un bureau d'avocat international, on peut comprendre. Dans une petite PME qui a à peu près pas de clients en anglais, où il y a à peu près pas de raison de parler anglais,
Pourquoi demande-t-on à des gens? Puis là, je suis sûre qu'on va avoir plein de témoignages de gens qui vont m'écrire, des gens qui vont nous appeler, qui vont nous dire, moi... Oui, exactement, on s'en souvient de cette dame-là qui avait pas besoin, visiblement, dans l'exercice de son travail quotidien de parler anglais, qui se faisait dire, si vous êtes pas bilingue, vous n'avez pas votre job. Il y a ce problème-là. Puis on le voit de plus en plus. Je pourrais vous nommer des entreprises où ça se fait. Encore un cas dernièrement, mais je nommerai pas le nom, mais où on a envoyé un mémo en disant là, je vais vous l'envoyer en anglais, vous m'excuserez, c'est plus simple. Puis on va laisser faire la version en français. C'est ça le glissement qui est dangereux. Puis c'est là où il faut faire, un instant, là. Tu sais, c'est comme fais le 1 puis fais le 2 au téléphone. Tu sais très bien que si tu fais le 1 pour parler à quelqu'un en français, tu vas attendre 3 fois plus longtemps au téléphone. Fait que tu dis, bon, faire le 2, m'a parlé en anglais, c'est pas grave, je parle anglais. Puis à force, ils vont compiler puis ils vont voir que tout le monde fait le 2. Fait que là, on n'aura plus besoin d'avoir quelqu'un qui parle français. Voilà. Si je peux me permettre, Isabelle, c'est justement ça que je voulais dire tout à l'heure. Je reviendrai, mais l'amour et le respect qu'on témoigne à la langue française. Ça, là, il n'y a pas une loi qui peut faire ça. Faut pas forcer. Faut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Faut qu'on se mette à aimer notre langue. Faut qu'on se mette à cultiver cette langue-là. Faut qu'on se mette à l'enseigner aussi. À nos mais là, est-ce que le français est encore in chez les jeunes? Le français, c'est quand même ironique. Est-ce que c'est in? Je te love, je te like, je te love, je te kick aussi, là. C'est ça maintenant, là. Je te fais toutes sortes d'affaires en anglais. C'est ça, là. Il y a ça aussi, cette réalité-là. On va aller à la pause là-dessus. 514-790-9850. Sans frais, vous pouvez nous joindre un peu partout au Québec en faisant le 1-866-790-9850. D'où que vous nous écoutez, bien sûr. Vous pouvez intervenir dans notre discussion. Nos lignes sont déjà pleines. Je pense que les gens ont beaucoup de choses à dire là-dessus. On s'interroge sur bien des affaires, finalement, ce matin. On a posé beaucoup de questions, là. La question générale étant, est-ce que vous croyez que la langue française se meurt au Québec? Il y a ça. Et il y a aussi, après tout, quand on regarde ça, dans la réalité, là, de la vie et des choses et du travail, est-ce que ça vous dérange si finalement, petit à petit, on perd des plumes en matière de français? À tout de suite, tout le monde. C'est une langue belle à l'autre bout du monde. Une bulle de France au nord d'un continent. Serti dans un étau, mais pourtant si fécond. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Ah, la langue de chez nous, c'est une langue belle. On l'aime celle-là. On a Pierre au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que la langue française se meurt au Québec, Pierre, d'après vous? Est-ce que d'ici les 20-25 prochaines années, on va perdre beaucoup de plumes? Moi, ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine de la protection incendie au Québec. Oui. Ça fait plus de 30 ans. Et je peux vous dire qu'il y a un manque en ce moment au niveau politique puis au niveau autorité que juridiction. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on fait de la construction, de l'entretien, de la rénovation, que ce soit, on est toujours référé au Code national du bâtiment ou au Code national de la prévention incendie, qui nous réfère, eux autres, automatiquement à la norme NFPA. Et au Québec, ce qui est la protection incendie, qui guide les entreprises, qui guide les assureurs, qui guide monsieur tout le monde, c'est strictement en anglais. Ah ouais. Ça n'existe pas en français du tout. Donc, vous, si vous êtes propriétaire d'un dépanneur ou d'une grosse entreprise et les services d'incendie vont arriver, ils vont vous dire, regardez, là, selon la norme NFPA, vous devez faire telle chose. Mais regardez, elle est en anglais. Ça n'a jamais été traduit. Ça n'a jamais été... Les NFPA, c'est National Fire Protection Association. Ça, c'est une norme fédérale, donc, en théorie, selon la loi du bilinguisme au Canada, ça aurait dû être traduit, là, n'est-ce pas, Frédéric? Vous êtes avocat? Ouais. C'est strictement en anglais. Mais est-ce que vous vous êtes déjà plaint? Est-ce qu'il y a déjà, je sais pas, des gens qui se sont plaints de... Ah oui, il y a même, à un moment donné, une association dans le domaine qui s'était réunie pour essayer de forcer un peu des choses. Et c'est même l'association même qui est obligée de faire une traduction approuvée par eux autres de la faire en français pour une édition. Il y a environ 1000 normes NFPA. 1000 livres. Ils sont strictement en anglais. Eh bien, ouais. Donc vous dites, on s'en sortira pas, le français va se mourir à petit feu, c'est ça que vous dites? Oui, c'est en plein ça. On s'en va faire des travaux en Ontario, puis en Ontario, ils nous exigent, sinon on ne peut pas aller travailler là-bas, en anglais. Mm-hmm. Mais ici au Québec, on vient de parler de protection incendie, c'est strictement en anglais. Mm-hmm.
Comme en Ontario, finalement. Merci, Pierre. On a Richard qui va nous dire ce qu'il en pense de cette du français. Vous en pensez quoi, vous, Richard? Oui, mes hommages, Isabelle. Mm-hmm. Ah là 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 là. Montréal, c'est perdu. Le français se meurt pas au Québec, il se meurt à Montréal. Moi, j'ai travaillé en informatique 15 ans à Québec, puis c'est un monde de différence. Tu sais, Montréal, quand t'attends le maire de Coder faire une phrase en français, une phrase en anglais, il y a 4 journalistes francophones qui le suivent. Il s'en va où avec ça? Puis demain matin, il va vous dire que Montréal est une ville francophone. C'est même pas bilingue. Montréal est devenu anglophone. Moi, j'ai un de mes chums qui est professeur là, en informatique aussi. Mm-hmm. Il a fait 4 restaurants. Il a jamais été capable de se faire servir en français. Puis Denis Coderre va venir me dire que c'est une ville francophone, Montréal. Vous y croyez Hier, pas. j'écoutais les musulmans de Québec. Et vous vu le langage de ces gens-là? Oui. Ils parlent français, eux autres. Mm-hmm. Mais tant que l'immigration, ça s'arrête à Montréal, taux de chômage à Québec, 4-5 %. Tant que ça débarquera à Montréal, vous allez avoir sur Montréal se meurt. Montréal se meurt. La langue française de Montréal, c'est terminé. Moi, je vous l'ai dit l'autre fois. Regardez, vous avez fait une émission l'autre fois sur les joueurs francophones du Canadien. Oui. C'est quoi ce qu'ils vous ont dit, les gens de Montréal? Ah, quand ça soit des Renoirs, des Anglais, c'est la Coupe Stanley. Ben, c'est ça. Merci, Richard. Merci beaucoup. Bonjour, Marc. Bonjour, Mme Maréchal. Moi, ce que j'apporterais, c'est que au niveau du français, pour ce qui est d'un garçon, d'un homme, moi, je vis ma culture tout en anglais. Si je veux écouter un film d'horreur, c'est en anglais. Ouais. Si je veux écouter la science-fiction, c'est en anglais. Il n'y a rien dans la télé québécoise qui m'attire. Il y a juste le 98.5 qui m'attire en français. Phew! Oui, Mais pourquoi vous diriez que c'est vous parlez de tout ce qu'on ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant regardent la télévision sur Netflix, qui vont regarder des séries, ça se fait en anglais, je veux dire, les jeunes, les ados sont beaucoup là-dessus, il y a la culture qui s'anglicise aussi, c'est ce que vous dites, hein, Marc? Oui, souvent il faut attendre la traduction qui va se prendre 1 an, 2 ans avant de se produire, mais je veux dire, c'est pas Mais vous, est-ce que vous avez une espèce de vous sentez-vous coupable de ça, un peu ou... Oui, ben moi mon anglais, je veux dire, j'ai un anglais parfaitement bilingue, sans accent, ce qui fait que je me trouve des emplois quand même assez facilement. Ça me permet de me placer très bien, sauf que ça me met aussi à l'écoute de tout le Québec bashing parce que les collègues anglophones avec qui je travaille oublient que je suis français. Ah oui. Fait que tu sais, ça c'est un autre point, un autre côté de la chose qui est pas le fun à vivre quand on est parfaitement bilingue. Là. Merci Marc, merci beaucoup. Massy, bonjour. Oui, bonjour Madame Maréchal. Dans le fond, moi j'ai 2 petites notes à vous dire, si vous permettez. La première note concernant Montréal et concernant Québec, parce qu'il faut faire une différence à mon avis. Montréal et Québec, c'est 2 choses totalement différentes. Si la langue française elle se meurt à Montréal, moi je dirais oui. Malheureusement, on n'a qu'à faire un petit tour à midi au centre-ville. On va voir que tout le monde est quasiment anglophone. La première langue, c'est l'anglais au centre-ville de Montréal. Il y a des gens qui sont nés à Montréal, je vous assure qu'ils connaissent pas un seul mot en français. Ils sont nés à Montréal, ils ont vécu, ils travaillent à Montréal, ils parlent pas du tout le français. Ouais. Donc, à Montréal, c'est autre chose. Le Québec ailleurs, je ne pense pas. Si on part à Trois-Rivières, à Sherbrooke ou à Québec, c'est francophone à 95% là. Le deuxième point que j'aimerais dire, même si le statut de Montréal comme étant une ville internationale, une ville où il y a du commerce, c'est pas le cas par exemple à Bruxelles. À Bruxelles, par exemple, qui est la capitale européenne, mais le français reste la première langue. C'est pas le cas ici, donc on peut pas vraiment justifier le fait de Montréal que c'est une ville, grande ville. Pour cette raison, elle est majoritairement anglophone. On peut pas expliquer ça de cette façon-là. Bruxelles, mais il y a quand même l'aspect géographique d'une ville comme Montréal entourée. En tout cas, écoutez, le Québec est entouré d'anglais, là, que ça soit regardez de tous les bords. Là, c'est ça. Là, c'est de l'anglais en dessous, c'est de l'anglais à côté. Je veux dire, le Canada anglais.
parlent anglais, par le fait même. Les Américains, c'est plutôt des anglophones. Donc, voilà, c'est pas du tout la même situation que Bruxelles ou qu'une capitale européenne. Là. On a tendance à comparer, mais je pense que c'est pas la même situation du tout. Mais là où vous avez raison, effectivement, et d'ailleurs, l'enquête de Statistique Canada le disait, c'est vraiment dans les couronnes nord et sud de Montréal que les changements les plus importants devraient survenir. Le 4-5-0, selon StatCan, sera de plus en plus anglophone. Le français devrait céder le pas à l'anglais dans 6% des cas. Et ça aussi parce qu'il y a de plus en plus d'immigrants allophones qui s'installent dans les couronnes nord et sud de Montréal. C'est le phénomène de la banlieudisation. L'étalement urbain. Ouais, étalement urbain. Mon Dieu, c'est ça. C'est même pas français de façon. Je sais, c'est le terme de Monsieur Statcan pourtant. Et il disait que même à Gatineau aussi, puis là c'est un dossier qui vous intéresse, Gatineau, on va en parler après la pause. Il y a une espèce de petit mouvement là de rébellion parce qu'il y a une filiale de l'université McGill, de la faculté de médecine, qui devrait ouvrir en anglais seulement, d'après ce qu'on a compris. Pas en anglais seulement, mais disons... En bilingue? En bilingue. Ouais. C'est le nouveau trend. C'est le nouveau trend d'être bilingue. Les gens vont le dire d'ailleurs. Es-tu francophone? Ça me dérange pas. C'est exactement, je suis bilingue. Je suis bilingue. C'est le nouveau trend, c'est assez bilingue aussi comme expression. C'est exactement, c'est pour ça que je l'ai dit. Ouais. On arrête ici. On revient tout de suite après la pause. 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. On parle de la langue française. Sera-t-elle encore parlée dans les prochaines décennies? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que la langue française se meurt au Québec, d'après vous, Warda? Je sais pas. Très sincèrement, je sais pas. Par contre, j'appelais pour un coup de gueule. Mm-hmm. Moi, je suis arrivée au Québec il y a quelques années et si j'ai choisi le Québec, c'était pour le français. Mm-hmm. Comme la plupart des immigrants français ou d'origine maghrébine, en sachant que on est francophone à la base. Ouais. Sauf que moi, je ressemble pas à une pure laine. Donc, quand je vais dans un magasin ou quand je vais aller rencontrer un prestataire de service, il va me voir, il va voir que je ressemble pas à une pure laine ou à une Canadienne de souche. Là, automatiquement, il va me parler en anglais. Ouais. Alors, non, là, je vais répondre en français. Ouais. Ça, il y a déjà ça que je trouve que c'est dommage. Donc, par rapport à ça. Puis l'autre chose aussi, on a beau blâmer certains immigrants de pas s'intégrer au niveau linguistique, mais encore une fois, il y a beaucoup d'immigrants francophones du Maghreb, de France, de Belgique, de Sud, qui viennent au Québec pour le français. Tout à fait. Donc, c'est un choix de notre part. Ouais. Et on comprend pas quand on arrive pourquoi finalement on se bute à beaucoup d'anglais. On se sent mal. On se sent mal parce que souvent dans la presse, on pointe du doigt les immigrants qui s'intègrent pas assez au niveau du français. Moi, je suis française d'origine marocaine par mes parents et mes parents sont francophones à la base. Quand je suis née en France, c'est sûr que c'est facile parce qu'on n'est pas une minorité linguistique. Mais la difficulté, Warda, puis c'est drôle parce qu'on en parlait pendant la pause avec mes invités, Frédéric Bédard et Éric Bouchard, on se disait... Je suis vraiment désolée. C'est classique. C'est classique. Je suis désolée. Je fais exprès, là, c'est pas grave du tout. Et non, mais vous avez raison, Frédéric, franchement. Mais ce qu'on disait, c'était que c'est peut-être là où le bas blesse, c'est qu'on a peut-être beaucoup de gens qui sont allophones qui viennent et c'est difficile de montrer une langue à quelqu'un qui a 30, 40 ans, qui a vécu toute sa vie dans un autre contexte culturel et linguistique, puis à qui on doit montrer une autre langue. Et d'où l'existence de ces ghettos qui existent au Québec, certain, malheureusement. Ouais. C'est sûr, mais dans le processus d'admission de la province de Québec concernant ces immigrants, ils exigent que le français soit maîtrisé. Donc, on fait passer des tests de français à certains immigrants pour prouver que le français est maîtrisé. Mais pourquoi on arrive à cette situation-là aujourd'hui de la part de certains immigrants? Je ne sais pas. Est-ce que ça concerne les réfugiés politiques ou les regroupements familiaux? Il faudrait plus aller dans le fond là-dedans. Ouais. Concernant le monde du travail, on est dans un environnement de mondialisation. On a l'influence des nouvelles technologies qui sont essentiellement en anglais. Donc, à un moment donné, on n'a pas vraiment le choix, que ce soit au Québec ou que ce soit ailleurs. Mais en tant que minorité linguistique au Canada, moi, je dis quand même bravo au Québec
malgré avec tous ces siècles de présence ici au pays, d'avoir conservé sa langue, vraiment chapeau bas. Et là, on se demande c'est combien de temps, merci Warda, combien de temps ça va pouvoir durer. Remarquez, je raconte souvent aux auditeurs que moi, quand je suis arrivée il y a plus de 35 ans, c'était un peu comme aujourd'hui. On est arrivé de France parce que le Québec, c'était français. Pour mes parents, c'était important de venir ici parce qu'on y parlait français. On aurait pu aller en Australie. On avait un visa aussi des migrants reçus en Australie. On a préféré venir ici. En tout cas, mes parents ont fait ce choix-là. Mais on est arrivé, puis la première chose qu'on a dû faire, que mes parents ont dû faire, c'est apprendre l'anglais. Fait que là, on est plus de 35 ans plus tard à vivre la même chose. Quand on est un immigrant et qu'on arrive au Québec, c'est ça, malheureusement, qu'on constate, c'est qu'on est obligé d'apprendre l'anglais, puis ça devrait pas être ça. Ça devrait pas être ça. On a Patrick au bout du fil. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. Écoutez, nous, à la maison, on parle 3 langues, OK? Le français, l'anglais puis le mandarin. Parce que ma femme est chinoise, puis je pense que c'était la moindre des choses qu'on l'apprenne. Et je voyage énormément. Le plus gros problème, c'est à l'aéroport de Dorval. La plupart du temps, les agents de sécurité vont vous adresser uniquement en anglais. Moi, je refuse, carrément. Ouais. Okay, je refuse de leur répondre. Air Canada, régulièrement, tu vois des agents de bord qui parlent unilingue anglais. Ouais. Moi, j'ai la chance de voyager toujours en avant. Okay? Et il est arrivé une anecdote savoureuse sur un vol Vancouver-Montréal. J'ai demandé un grand marnier à l'agent de bord. L'agent de bord était unilingue, d'accord? Mais il avait son FR et ENG, là, disant qu'il était bilingue. Il a refusé, il m'a pris pour un con. Il m'a dit, non, je comprends pas qu'est-ce que tu veux, grand marnier. Mais excusez-moi, il n'y a pas de traduction pour grand marnier, non. Alors, j'ai porté une plainte aux langues officielles, j'ai reçu un beau chèque. Bref. Ah ouais? Oh oui, portez. Un chèque? Ils vous ont remboursé? Ils m'ont envoyé 1 000 à moi et ma femme, chaque, parce que... Air Canada, ça? Absolument, ils sont obligés. Arrêtez donc, fait que si on se plaint, on peut faire de l'argent. Ah, ben là. Vous venez de nous en apprendre une? Si vous voulez gagner 17 $ pour remplir votre plainte, vous le faites pour une question de principe. À Montréal, les salons Air Canada, à part l'international, le personnel, ne pas faire du racisme, c'est tous des Philippins. Sont tous unilingues anglais. Et combien connaît les gens qui travaillent à l'entrée? Je leur dis, remplissez un petit carton, j'ai le trou à dire, c'est cassé. Le peuple québécois s'est fait mordre par le serpent. Il s'endort tranquillement, mais il ne sait pas qu'il est en train de mourir. Ouais, merci, Patrick. On parlait tout à l'heure de cette espèce de débat qui, en ce moment, qui joue un peu dans la région de Gatineau. D'ailleurs, si les gens de l'Outaouais, s'il y en a qui nous écoutent, dites-nous, appelez-nous pour nous dire si ça vous dérange. Mais je vais demander à Rick Bouchard d'expliquer un peu ça, parce que finalement, vous êtes au courant de cette histoire. Oui. Hier, on était en conférence de presse avec Impératif Français puis la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pour dénoncer le fait que il y a une faculté, pas le fait qu'il y ait une faculté de médecine, mais qu'il y ait une faculté de médecine dirigée par McGill en Outaouais. Ça n'a pas de bon sens que dans une région de langue française, mais qui est vraiment, où est-ce que l'anglicisation menace vraiment, à cause de la proximité d'Ottawa, que les cours soient donnés par une institution de langue anglaise et qu'il n'y ait pas l'ensemble des cours en langue française, alors qu'à Moncton, dans le fond, dans une province bilingue, au Nouveau-Brunswick, il y a une faculté de médecine où tout se passe en français. Ce qui est grave, c'est que, dans le fond, tous les emplois directs et indirects autour de McGill, dans le fond, ils vont être dans quelle langue? Oui, les médecins, ils vont avoir des cours en français, ils vont en avoir en anglais, puis leurs manuels vont être en anglais. Mais tous les emplois directs et indirects vont avoir une incidence dans l'aménagement linguistique en Outaouais. Donc, et là, vous voulez en faire une histoire parce que vous avez même fait une pub avec ça. Et voilà. Vous en faites une cause, on écoute. L'Outaouais a besoin d'une faculté de médecine, tout le monde le reconnaît. Étant chez eux au Québec, les étudiants de l'Outaouais s'attendent à étudier en français, dans une université de langue française. Le gouvernement Couillard veut leur imposer 18 mois de cours en anglais, donnés à distance par l'université McGill, une institution de langue anglaise. Franchement, devons-nous maintenant lutter contre notre propre gouvernement pour pouvoir nous instruire en français dans nos écoles? Dites-le, ça n'a vraiment aucun bon sens. Dites-le. Alors, dites-le. Impératif français. Dites-le moi s'il y a des gens de Gatineau. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que ça vous dérange ça que ça ait lieu dans votre coin? Pourquoi vous trouvez que c'est épouvantable ou que, franchement, comme vous dites dans votre pub? Parce que vous dites ça va ramener de l'anglais dans une ville ou dans une région qui est déjà collée sur
une mère anglophone? Mais c'est institutionnellement. C'est que... Moi, là, c'est pour le principe. Non, c'est pas juste pour le principe, parce que tous les emplois directs et indirects... McGill, là, on n'a rien contre l'institution. Un, faut être sûr de ça. Puis deux, on veut qu'il y ait une institution, une faculté de médecine en Outaouais. Fait qu'on débat pas de ça. On débat sur le fait que... ça peut être l'Université de Montréal. Mais c'est ça peut être l'Université de Montréal, ça peut être l'Université de Sherbrooke. Mais là, c'est McGill. Là, c'est McGill. Mais là, dans le fond, la langue, dans le fond, du travail, c'est pas nécessairement en français. Est-ce que c'est dérangeant, ça, Frédéric? Oui, il faut faire attention, je pense. Faut avoir une... Là-dessus, on sera pas d'accord, j'ai l'impression. S'il y a un manque côté formation de médecine à Gatineau, c'est une chose. Est-ce qu'il devrait y avoir une formation qui puisse être offerte en français de manière suffisante? Évidemment, ça là-dessus, on dit la même chose, ça va de soi. Je ne devrais pas être obligé d'aller étudier en anglais à Gatineau. Ça là-dessus, ça va. Cela dit, il faut faire attention aussi, parce que McGill est une institution anglophone. Les Anglo-Québécois, je suis désolé, là, mais historiquement parlant, ont des droits. Et je pense c'est que sûr et certain. Et de Personne blâmer... remet ça en cause. Personne remet ça en cause. Même pas je vais juste terminer mon point. C'est que si on blâme McGill d'offrir des cours en anglais... On blâme pas McGill. C'est la décision du gouvernement de choisir McGill à la place de choisir une institution de langue française. Dans cette optique-là, ça va. OK, la nuance est importante. Parce que moi, si je suis McGill, oui, je suis une institution anglophone. Je vais offrir des cours en anglais. Bon, ici, là, d'ailleurs, ils font un genre de compromis en offrant certains cours en français. Mais est-ce qu'on sait si l'Université de Montréal ou l'Université de Sherbrooke se sont proposés? Ils peuvent pas se proposer parce que le gouvernement, en 2003, a créé ce qu'on appelle les réseaux universitaires intégrés de santé, les RUIS. Ils ont divisé le territoire québécois en 4 parties parce qu'il y a 4 facultés de médecine. Et ils ont dit, McGill, toi, tu t'occupes de tout l'ouest de la Montérégie, tu t'occupes de tout l'ouest de Montréal, de tout l'Abitibi, de tout le nord du Québec. Ils ont 63% du territoire des citoyens québécois à desservir en 2e et en 3e ligne. Donc, comme l'Outaouais fait partie du territoire du RUIS de McGill, ça va automatiquement à McGill, sans qu'il y ait eu de débat, sans qu'on se soit posé la question. Et donc, il y a Chantal qui me dit la Polytechnique à Montréal offre des cycles supérieurs en anglais. Ça revient comme à HEC. Donc, les institutions de langue française, les institutions de langue française universitaires, pour faire compétition aux universités de langue anglaise, vont commencer à offrir des programmes en anglais. Parce que dans le réseau universitaire, l'idée, là, c'est d'aller chercher le plus de têtes de pipe possible pour remplir les coffres. J'allais y venir. J'allais vous dire, le nerf de la guerre à l'université, c'est le financement. Savez-vous qu'est-ce qui est payant en ce moment, d'ailleurs? C'est tous les étudiants étrangers. Ça, c'est payant, là, à tel point qu'à McGill, pour pas la nommer, ça devient de plus en plus difficile pour un Montréalais ou un jeune de Brossard ou n'importe qui, un jeune Québécois là, qui vit ici, citoyen québécois, canadien, d'aller dans cette université-là parce que ceux qui vont passer avant, c'est les étudiants étrangers qui sont beaucoup plus payants. Ça te prend des cotes R qui ont juste plus d'allure. C'est sérieux, là. On a fait une étude là-dessus. J'en connais plein de jeunes là, qui voulaient rentrer en médecine à McGill, à Montréal, avec des quotas de 35. C'est beau, c'est beaucoup, là. C'est haut, là. Ouais, c'est très fort. Il y a comme 12 places pour des Québécois. Mais ça, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas un problème de la politique gouvernementale à ce niveau-là? C'est de ça dont on parle. Le financement des universités. Les amis, il faut qu'on s'arrête ici. Déjà? Attendez, on revient après la pause. Est-ce que le français se meurt au Québec selon les prévisions de Statistique Canada? Des prévisions, ça vaut ce que ça vaut, là. Mais ce qu'on semble entrevoir, c'est que si la tendance se maintient, dans 25 ans, on va parler beaucoup moins français qu'on le fait actuellement au Québec, en particulier sur les couronnes nord et sud de Montréal. Évidemment, au centre-ville de Montréal, je pense que tout le monde le concède, ça a déjà commencé. Il y a eu une anglicisation renouvelée. Et peut-être que on n'a pas parlé des milléniaux, là, des jeunes pour qui aujourd'hui au Québec, c'est cool, c'est bienvenu de parler anglais, puis c'est pas grave de pas parler français parce que de toute façon c'est peut-être pas aussi important que ça l'était pour leurs parents qui étaient peut-être un peu plus nationalistes ou qui avaient peut-être vécu plus sous le joug des anglophones. Il y a eu ça aussi maintenant. Peut-être que ça se perd, ça. Je sais pas votre opinion là-dessus, Frédéric Bérard et Éric Bouchard. Frédéric? Moi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une question d'amour et de respect pour la langue française. Il y a des choses que les lois ne peuvent pas faire. Il y a des choses que il y a des limites aux politiques gouvernementales aussi. Enseigner l'amour du français, faire lire la littérature française à nos étudiants, à nos enfants, à nos amis, se prêter des livres, acheter des bouquins, de la musique francophone,
les films, on a des super films ici, on a des super ouvrages en français. Est-ce qu'on cultive cet amour-là puis ce respect-là? Là, quand on parle à la maison, là, est-ce qu'on emploie des... qui disait qu'il trouvait rien, lui, puis je pense que... je pense qu'il n'a pas cherché fort. Et en même temps, peut-être que les enseignants ont une responsabilité à ce niveau-là. Et comme je le disais tout à l'heure, tu peux pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Elle poussera pas plus vite. Mais tu peux la cultiver, par exemple. Puis tu peux lui donner de l'amour. On s'entend-tu que bien des gens écoutent des séries en anglais sur Netflix aujourd'hui? La télévision c'est sûr, mais encore là, Isabelle, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? On ferme YouTube ou on ferme Internet au Québec, évidemment. C'est logique, on peut pas faire ça, ça va de soi. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? C'est de vanter nos auteurs. C'est de vanter notre culture. Puis faire un effort majeur à ce niveau-là et d'être excessivement chatouilleux à toutes les fois qu'on va préférer une série anglophone versus une série francophone. Ouais, essaye de dire ça à un jeune de 14-15 ans. J'essaye. J'ai pas dit que j'ai réussi. Non, c'est ça. J'en douterais d'ailleurs. Sinon, tu me diras comment tu fais. C'est ça. Éric? C'est beau l'amour, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Là, ça recommence. OK. On enlève les guillemets, là. OK, il faut qu'il y ait un aménagement linguistique qui soit fait par l'État. OK, puis je vais vous expliquer. C'est quoi l'aménagement? L'aménagement linguistique. Mais là, on va partir par la fin. Oh boy. Le Netflix, là, moi, je suis un des plus grands consommateurs de Netflix qu'il n'y a pas. J'ai passé l'été à écouter que des séries en anglais. Ben oui, il n'y a rien de français là-dessus. Et donc, pourquoi? Parce que le portail québécois, là, il n'existe pas. Pourtant, il y a plein de bonnes séries. Netflix français? Il y a plein de bonnes séries, mais elles sont éparpillées. Fait que là, si tu veux écouter En thérapie sur le web à TV5, là, faut que tu les écoutes la semaine où ça passe parce que sinon, ils sont pas disponibles sur le web. Si tu veux écouter Le Clan, la super bonne série avec Sébastien Ricard, là, faut que tu t'abonnes à tout.tv, mais il te donne l'épisode 3 jours avant que ça passe en ondes à la télé. Si tu veux écouter Homeland en français, là, faut que tu le pognes seulement à la saison. Ce que tu veux dire, c'est qu'on rate des occasions de... Et c'est ça que je suis en train de faire. On fait pas juste, nous, parler du français et dire en français au mouvement Québec français. On fait du lobbying auprès des députés. Et là, on a rencontré hier le sous-ministre adjoint et on y a parlé à la culture. On y a parlé justement de la création d'un équivalent québécois à Netflix. Hier, je mangeais avec quelqu'un qui est bien placé en télévision, je peux le nommer d'ailleurs, ça le dérangerait pas, je pense, Guy Fournier, qui écrit dans les journaux de Montréal et qui dernièrement écrivait une chronique où il s'inquiétait de l'avenir de la télévision francophone. Puis je l'ai appelé pour lui demander qu'est-ce qu'il voulait, parce que moi, la télé, en français, j'en mange, j'en fais, j'en produis, puis je trouve ça inquiétant, ce genre de constat. Et il m'a dit, il y a quelques années, on a failli avoir l'équivalent d'un Netflix français. On aurait pu avoir ça. Et on est passé à côté parce que chacun ici vit dans sa terre de silo puis on veut pas. Alors c'est ça c'est ça. L'État doit donner l'exemple. L'État, le ministre, pour ne pas agir. Mais le ministre actuellement, le ministre Luc Fortin a des responsabilités. Mélanie Joly a des responsabilités. Ouais. Il faut qu'il crée la chose. C'est à l'État pousser la chose. On reparlera de tout ça. C'est fort intéressant, certainement. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Bérard est co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Éric Bouchard est directeur général porte-parole du mouvement Québec français. Merci à tous. Merci à tous les deux. On a fait du beau vivre ensemble quand même. Oui, ça, c'était vivre ensemble bien. Sans guillemets. Ouais. C'était vraiment, c'était un modèle.